ils se sont mis à tirer un peu sur tout ce qui bougeait, rentrant dans les maisons, sans faire de distinction entre personnes armées et personnes non armées, femmes, hommes, enfants. Les militaires ont regroupé donc les habitants, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre, sur la plage, pour procéder à des exécutions sommaires, notamment des jeunes hommes qui pouvaient potentiellement prendre part au combat à l'avenir. Tantoura, c'est une chose, mais ça ne peut pas être isolé de quelque chose de plus global. Quand on prend en considération les événements, donc entre 47 et 49, on recense entre 30 et 70 massacres qui ont conduit à l'exode de 700 000 Palestiniens. Tant que les territoires palestiniens n'auront pas été décolonisés, les discussions seront stériles. Et on laissera la place au vacarme des armes, qui est quand même l'idéologie première de l'extrémisme de part et d'autre, et qui ne fonctionne pas, puisque si faire la guerre fonctionnait, ce serait la région la plus pacifiée du monde. Pareil que vendre des armes, c'est bon pour l'économie aussi. Moi, je suis contre le terrorisme, et je considère que dès lors qu'une organisation, un individu s'en prend à des personnes non armées, civiles, j'appelle ça du terrorisme. La seule solution, en fin de compte, ça reste le dialogue, mais le dialogue passe par la reconnaissance de la douleur de l'autre. Ça, c'est une évidence. Bonjour Maxime Schenkel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Je vous reçois aujourd'hui pour parler de votre roman « Un jour, nous vivrons ensemble », dans lequel vous retracez à travers 3 générations de personnages plusieurs moments clés de l'histoire israélo-palestinienne. De Tantoura en 1948 et l'exode palestinien qui a accompagné la création d'Israël, à la guerre de 1967 et ses conséquences jusqu'à la reprise des hostilités en octobre 2023. Pour construire ce récit, vous vous êtes notamment appuyé sur les travaux d'historiens comme Ilan Pappé, Benny Morris, Avi Shlaim, Elias Sandbar, Yuval Gelber ou encore Henri Lawrence, des auteurs qui pour beaucoup ont remis en question le récit traditionnel de l'histoire du conflit israélo-palestinien, tout en proposant parfois des interprétations très différentes les unes des autres. Votre roman suit notamment l'histoire de Hassan, un jeune habitant de Tantoura en 1948, de son fils Amin, qui découvre ses racines palestiniennes dans les années 80, et puis du fils d'Amin, Ali, qui vit en France au XXIe siècle et qui verra sa vie bouleversée après les événements du 7 octobre 2023 et par la suite, alors qu'il est en couple avec une jeune israélienne. Je vous propose qu'on se penche d'abord sur l'un des épisodes les plus sensibles de votre roman. Il s'agit des événements de Tantoura en 1948. Dans votre récit, vous évoquez ce que vous qualifiez de massacre lors de la prise de ce village. Or, c'est une qualification qui fait toujours l'objet de débats parmi les historiens. Certains considèrent qu'il s'agit bien d'un massacre documenté par des témoignages de survivants, d'anciens soldats israéliens, tandis que d'autres contestent cette interprétation ou en discutent l'ampleur. Alors peut-être pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément bien cette partie de l'histoire, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qui s'est passé à Tantoura, selon les sources sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour écrire votre roman? Alors il y a eu effectivement différentes sources à la suite donc des événements de Tantoura, donc dans la nuit du 22 au 23 mai 1948. Je pense que ces événements peuvent pas être décontextualisés de problématiques mondiales, je dirais, au sortir de la Seconde Guerre mondiale où effectivement on a connu la Shoah, et donc on a vu une augmentation de l'immigration du peuple juif au fur et à mesure du temps entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui pour le coup était largement justifiée. Et en fin de compte, les tensions ont commencé à arriver à ce moment-là, notamment sous le mandat britannique, suite à la défaite de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. On a eu quelques rixes, des rivalités entre certains groupes ultranationalistes de part et d'autre. Et donc c'est vrai qu'on était toujours plus ou moins au bord de la guerre civile. Et donc il y a cette partition, ce plan de partage proposé donc par l'ONU, voté par l'ONU en 1947, qui scinde effectivement le territoire palestinien en 2 États, un État juif, un État arabe. Les dirigeants juifs de l'époque acceptent ce plan de partage. Les dirigeants arabes le rejettent, notamment en invoquant la problématique de la démographie, puisque à l'époque c'était 600 000 juifs qui étaient établis en Palestine, et contre 1 200 000 arabes. Et le plan de partage prévoyait donc une partition à hauteur de, je crois que c'est 55%, donc pour l'État d'Israël, et donc le reste pour les Palestiniens. Et donc ils se sont forcément opposés
à cette partition. Donc à ce moment-là, les problématiques sont, je dirais, sont complexes, notamment au niveau des responsabilités. Je pense qu'il n'y a pas eu forcément d'ouverture ni de discussion qui aurait pu permettre bien je dirais l'établissement d'un État en prenant en considération qu'il y a un peuple autochtone qui vit sur place. Et je pense que ça, c'est vraiment le vrai fond du problème. Et donc à la suite de ça, donc une guerre civile éclate, donc qui sera dans la foulée, dans cette continuité-là, ce sera une guerre plutôt régulière, qui commencera le 15 mai 1948, donc entrée en guerre des États arabes. Mais il faut savoir que les États arabes étaient quand même plutôt frileux de prime abord d'entrer en guerre, parce que les armées n'étaient pas préparées. Parce que chacun avait ses propres intérêts en fin de compte et tous ne trouvaient pas légitime d'intervenir militairement, en tout cas au niveau de ce conflit. Et ce qui va vraiment déclencher l'entrée en guerre des États arabes, ça va être donc début avril le massacre de Deir Yassin. Pour le coup, ça va être un élément déclencheur puisque les sociétés civiles vont être très impliquées dans ce massacre-là. Et donc pour calmer les populations, les États arabes ont décidé d'entrer en guerre donc au 15 mai 1948, donc le lendemain de la déclaration d'indépendance de David Ben Gourion, qui a eu lieu le 14 mai. Voilà. Donc ça, c'est les événements qui ont précédé, en fin de compte, cette nuit à Tantoura, et qui était important de le souligner. Et donc il est vrai qu'il y a eu quelques controverses, mais je pense qu'on en parlera plus tard. En fin de compte, plusieurs historiens ont pu débattre, échanger sur les circonstances donc de cette bataille. Alors, ce qui se serait passé d'après Ilan Pappé, c'est que les armées israéliennes ont encerclé le village de Tantoura, qui était un village de pêcheurs palestiniens. Et donc on lançait un assaut. Ils ont eu une petite résistance côté palestinien, à la fois par une armée régulière et en même temps par quelques locaux. Et sauf que le village a été rapidement pris en fait par la Haganah, donc l'ancêtre de Tsahal. Et à la suite de ces événements-là, Ilan Pappé décortique deux phases, en fin de compte. Une première phase qu'il appelle le carnage, où les militaires sont arrivés donc dans le village et ont essuyé quelques tirs isolés, alors que le drapeau blanc avait été hissé. Et donc en représailles, ils se sont mis à tirer un peu sur tout ce qui bougeait, rentrant dans les maisons, etc. Et donc sans faire de distinction entre personnes armées et personnes non armées, femmes, hommes, enfants, voilà. Et ensuite, dans un second temps, donc l'armée, les militaires ont regroupé donc les habitants, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre, sur la plage, et pour procéder à des exécutions sommaires, notamment des jeunes hommes qui pouvaient potentiellement prendre part au combat à l'avenir. Voilà, à l'image de la Shoah par balle vécue par les Juifs eux-mêmes, finalement, une sorte de reproduction. Alors, quand les historiens discutent de cette nuit-là, effectivement, certains parlent de ce sentiment peut-être de vengeance. Ça a vraiment fait suite à ces tirs qui ont eu lieu dans le village alors que le village s'était rendu en fait. Donc c'est ça qui a développé peut-être cette animosité. En tout cas, c'est pas tous les soldats visiblement, ça reste que des individualités qui ont pris part à ce massacre-là. Et donc ce qui est intéressant, c'est en fin de compte, Tantoura, c'est une chose, mais ne peut pas être isolé de quelque chose de plus global, puisque quand on prend en considération les événements donc entre 47 et 49, donc fin de la première guerre israélo-arabe, on recense entre 30, alors les historiens sont pas toujours d'accord, mais entre 30 et 70 massacres qui ont été perpétrés au global dans la région. Donc ça symbolise et ça met en lumière aussi
les problématiques profondes qui ont pu exister à ce moment-là. Et c'est surtout ces massacres notamment ou ces dépeuplements ont conduit à l'exode donc, de 700 000 Palestiniens. Donc quand on prenait en compte une globalité de 900 000 personnes sur le territoire israélien nouvellement créé. Donc une grande majorité de Palestiniens ont été contraints de fuir, de quitter leur terre. Et donc je pense que quand on réfléchit à la globalité du conflit, notamment aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore profondément ancré dans, je dirais dans les mémoires, dans les identités propres des Palestiniens, en partant de ce constat qui a été la fuite, voilà, par la peur ou par les tueries tout simplement. Oui, alors c'est sûr que de nombreux historiens, en tout cas, s'accordent sur ce nombre de 700 000 Palestiniens déportés qui ont dû fuir. Peut-être que là où ils divergent, c'est davantage sur la question de la violence. Effectivement, la lecture des événements que vous faites, elle s'appuie sur des travaux qui, en tout cas, par le passé, ont été très controversés. Alors, ça a peut-être évolué maintenant. On pense notamment à Teddy Katz, que vous avez mentionné, duquel s'est inspiré aussi Alan Schwartz, qui a fait le documentaire que vous citez dans votre ouvrage, Tantura, on va l'afficher à l'écran. Le mémoire universitaire de Teddy Katz sur Tantura a donné lieu à un procès en diffamation, c'est allé loin. Justement, vous, quand vous appuyez sur des sources qui ont fait l'objet de contestations aussi fortes, comment est-ce que vous faites pour évaluer leur crédibilité historique ? Qu'est-ce qui vous convainc finalement que cette interprétation des événements, alors que tous les historiens ne vont pas dans ce sens-là, qu'est-ce qui vous convainc que cette interprétation est la plus solide, malgré toutes les critiques ? Alors, pour appuyer mon propos, donc je vais parler un petit peu de l'affaire Teddy Katz, en tout cas ce que j'ai pu en lire. Donc c'était un étudiant donc de l'université d'Haïfa, donc qui a présenté une thèse à la fin des années 90, justement pour parler de l'exode du peuple palestinien à la suite de la première guerre israélo-arabe. Et donc il parle notamment de Tantura et de ce fameux massacre donc qu'il va appuyer grâce à des témoignages oraux, des enregistrements qu'il a pu obtenir par des Palestiniens qui étaient présents lors des événements, et d'un autre côté par les vétérans donc de la brigade Alexandroni, donc de la Ghana, qui étaient également présents lors de cette nuit-là. Donc il a appuyé donc son récit autour de ses sources, si je puis dire. Et donc la thèse a été très bien reçue par l'université dans un premier temps. Il obtient une note extraordinaire, il est félicité, etc. Et presque 2 ans plus tard, il est poursuivi donc pour diffamation par les soldats de la brigade Alexandroni, donc qui lui reprochent d'avoir interprété les propos pour son mémoire, pour son travail universitaire. Et donc il est contraint, Teddy Katz est contraint de faire machine arrière, de présenter des excuses et de s'expliquer en disant qu'il s'était trompé, etc., etc. Bon. Et l'affaire est un peu passée sous silence, on n'en parle plus trop, hormis quelques historiens, je pense à Hélène Papé qui l'a profondément appuyé durant ces années difficiles. On a Benny Morris aussi qui est beaucoup plus nuancé, mais qui a écrit pas mal de choses à ce sujet-là, notamment au début des années 2000. Et ces événements refont surface en 2022 lorsque Alan Schwartz, donc ce réalisateur israélien très courageux, sort ce film Tantura, donc pour réhabiliter la mémoire de Katz. Donc en fin de compte, il s'est appuyé sur les travaux de Teddy Katz en reprenant ses enregistrements audio, donc il les a tous écoutés. Il a également pu interviewer des soldats de la brigade Alexandroni qui étaient encore en vie, donc ils sont nonagénaires maintenant, mais il a pu en interviewer quelques-uns. Et de fil en aiguille, il a réussi, je dirais, à réhabiliter ce travail et cette mémoire, parce que Katz est revenu en arrière, encore une fois, en disant je regrette, j'aurais dû aller jusqu'au bout, j'aurais pas dû
genre, entre guillemets, j'aurais dû être plus courageux. Voilà, on m'a fait taire, quoi. C'était un peu ses propos. Et donc le documentaire d'Alon Schwartz est brillant en ce sens, puisqu'il il permet de mettre en lumière les événements de cette nuit-là. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir donc certains soldats qui sont interviewés face caméra et puis qui nient en bloc, non, il s'est rien passé. Quand d'autres avouent ouvertement, oui, il y a eu un massacre, on l'a fait, ça a été passé sous silence. À l'époque, ce jeune universitaire nous avait demandé, et puis certains ont avoué, puis il est revenu en arrière, mais il avait raison, quoi. Et donc je pense que lorsque cet ensemble de sources se rejoignent, on peut, à mon sens, quand même corroborer un récit basé sur l'oralité, en fin de compte, sur la mémoire de ceux qui ont vécu cette nuit-là. À mon sens, ce travail a la lucidité de parler de quelque chose qui s'est passé et où on peut voir vraiment que les témoignages se rejoignent, quoi. Et notamment sur la controverse, on a 3 nouveaux historiens israéliens, en fin de compte, qui ont pu débattre au sujet de Tantoura et de la Nakba d'une manière générale. Donc on a Ilan Pappé qui lui soutient Katz depuis le début et qui explique que le massacre a bien eu lieu et que les témoignages oraux sont largement crédibles pour justifier d'un événement qui s'est produit historiquement. À l'inverse, on a Yoav Gelber qui fait pas partie des nouveaux historiens, mais qui a pris position également, justement en expliquant que les témoignages oraux n'étaient pas suffisamment recevables pour appuyer un propos historique, pour un événement. Conteste pas forcément ce qui s'est passé, mais on lui explique que, en gros, on n'a pas de preuves, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est interrogé par Alon Schwartz durant ce documentaire. Et donc sa réponse, lorsque Alon Schwartz lui montre ces soldats qui avouent en fait face caméra, il dit je les crois pas. Voilà, donc jusqu'au bout. Et on a un autre historien qui est plus nuancé, Benny Morris, qui lui explique qu'effectivement il n'y a pas de preuves dans les archives, ou très peu, il y a quand même quelques documents, très peu de preuves. Par contre, comme il le dit assez justement, les massacreurs, je reprends ces termes, les massacreurs laissent rarement des traces derrière eux. Voilà, donc on a cette confrontation, ce débat historiographique, en fin de compte, qui est très intéressant, qui a surtout eu lieu avant la sortie du documentaire Tantoura, donc d'Alon Schwartz, qui, à mon sens, met quand même fin au débat, par les aveux notamment. Je crois savoir qu'il était question d'une fosse commune dans le contexte de ces massacres et de ces tirs par balles sur les personnes, sur les civils. Est-ce qu'il en reste des traces? Est-ce que ça a été exhumé ou remis remonté à la surface, ou bien pas du tout? Alors ça n'a pas été exhumé. Par contre, une récente étude qui date de 2022, si je dis pas de bêtises, une étude britannique a pu analyser, en fin de compte, grâce à la cartographie de 1948 et la cartographie actuelle, a pu mettre en avant que il y a eu des mouvements de terrain qui pourraient justement correspondre à des charniers, donc ils en ont recensé 3 qui existeraient en fait sous le parking actuel de la plage, et certaines associations palestiniennes ont essayé de justement mettre en lumière, je dirais, ces événements-là en procédant à des fouilles pour définitivement classer cette affaire. Mais ça n'a pas été accepté par le gouvernement israélien. Mais en tout cas, on a cette étude qui permet effectivement d'appuyer ce propos sur les charniers. Il y a également quelques documents qui ont été exhumés des archives de l'époque.
des documents assez ambigus d'un général qui se plaint notamment auprès d'un commandant israélien qui était sur place, donc qui a pris part au combat, voilà, et qui explique que c'est inadmissible que certains corps ne soient toujours pas enterrés et qu'il faut faire le nécessaire pour enterrer un maximum de corps le plus rapidement possible. Voilà. Donc il y a 2 ou 3 documents comme ça qui se relaient. À la suite de ça, ce soldat israélien répond en disant que je suis allé vérifier au cimetière le charnier et tout est en ordre. Voilà. Donc il y a quand même 2-3 documents comme ça qui peuvent laisser penser d'une façon concrète que effectivement des tombes ont été creusées pour entasser un maximum de corps. Oui, avant qu'on passe à la seconde génération de cette histoire, j'aimerais vous poser une dernière question sur l'histoire de Hassan, qui vit dans sa propre chair le massacre de Tantura. Je voulais élargir en fait au niveau du contexte historique, parce que quand on évoque la Nakba, donc la catastrophe des Palestiniens, ou des épisodes comme Tantura, l'attention se porte naturellement sur les souffrances palestiniennes à cette époque-là, et ça occupe une place centrale dans votre roman, mais ce sont aussi des événements qui s'inscrivent dans un contexte de guerre au cours duquel les populations civiles des 2 côtés ont été touchées. Je pense notamment à l'attaque du convoi médical Hadassa le 13 avril 1948, au cours de laquelle près de 80 médecins, infirmières, étudiants et patients juifs ont été tués près de Jérusalem, ainsi qu'à d'autres violences qui ont frappé des civils avant et pendant la guerre. Et dans votre roman, vous insistez principalement sur les conséquences de ces événements pour la population palestinienne, et vous avez peu insisté en revanche sur les motivations sécuritaires qui ont été invoquées par Israël pour justifier leurs actions, qu'il s'agisse de la guerre de 48, de la guerre des 6 jours, d'autres épisodes du conflit. Pour quelles raisons est-ce que, selon vous, les motivations qui sont invoquées par Israël et qui sont encore invoquées aujourd'hui par Israël, donc liées à la défense de l'intégrité des peuples de confession juive, pour quelles raisons est-ce que ça occupe une place plutôt secondaire dans votre compréhension historique de ces événements? Dans un premier temps, je dirais que j'ai voulu aborder le récit d'un point de vue palestinien. Voilà. Ça a été la motivation première. Ma volonté n'était pas de passer sous silence ou mettre en retrait effectivement certaines exactions qui ont pu avoir lieu, et donc des massacres à l'encontre du peuple juif. C'était pas le but de mon propos. J'ai voulu l'aborder de ce point de vue-là parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un point central, notamment quand on parle de 1948 et donc de cet exode et donc de ces tueries et ces persécutions qui ont pu avoir lieu et qui existent encore aujourd'hui. Je pense que si on veut penser un monde plus pacifié, une région pacifiée avec 2 peuples qui arriveraient à vivre ensemble en harmonie, ça passe avant toute chose par la reconnaissance donc déjà d'un État palestinien à proprement parler et des droits légitimes du peuple palestinien. Et ensuite, évidemment qu'il faut laisser place à la diplomatie, au dialogue, aux échanges, mais tant que on n'aura pas 2 peuples qui seront sur un même pied d'égalité, je pense qu'on pourra pas forcément avancer. Donc c'est de cette façon-là que j'ai voulu construire le récit, parce que ça reste que mon opinion et c'est très personnel, mais après moi, tant que les territoires palestiniens n'auront pas été décolonisés et que voilà, on ne leur a pas restitué leur plein droit et leur pleine souveraineté, je pense que les discussions seront stériles, et on laissera la place au vacarme des armes qui est quand même l'idéologie première de l'extrémisme de part et d'autre, et qui ne fonctionne pas, puisque si faire la guerre fonctionnait, je pense que ce serait la région la plus pacifiée du monde. Pareil que vendre des armes, c'est bon pour l'économie aussi, donc voilà, c'est très complexe, mais en tout cas, voilà,
affirmer mon propos, je pense que la solution passe par là. Et donc c'est pour ces raisons-là aussi que j'ai souhaité construire en tout cas cette première partie du roman autour des événements de la Nakba. Voilà. En tout cas, il y a un passage de votre ouvrage qui m'a particulièrement touchée. On va passer justement maintenant à la deuxième génération de votre histoire. Donc c'est le personnage de Amin qui, dans les années 80, est intercepté par des militants qui tentent de le convaincre de rejoindre une organisation armée palestinienne. Or, le personnage de Amin va refuser. Et face à ceux qui justifient la violence au nom de la cause palestinienne, il répond notamment des femmes, des enfants, des hommes désarmés, des civils tués parce qu'un jour ils avaient eu le malheur de se trouver au mauvais endroit. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais moi j'appelle ces gens des innocents. En fait, j'ai eu le sentiment qu'à travers ce personnage, vous ne condamniez pas seulement la violence israélienne, mais également la violence commise au nom de la cause palestinienne. Est-ce que finalement, votre récit, c'est pas tant un récit sur l'affrontement entre Israéliens et Palestiniens qu'une critique des mécanismes de radicalisation et de déshumanisation qu'on peut trouver dans les deux camps? Tout à fait, c'est très juste. Je pense que la violence est stérile, ça conduit à rien, comme je le disais dans la question précédente. Si on avait, si par les armes on pouvait faire la paix, en tout cas, je pense que Israéliens et Palestiniens aujourd'hui réussiraient à vivre en paix sans aucun problème. Donc effectivement, je voulais apporter beaucoup de nuances en fin de compte au récit, et c'était important pour moi puisque on parle. Alors c'est une discussion controversée et parfois problématique. Qu'est-ce qu'on entend par résistance? Où se trouve la frontière entre la résistance et le terrorisme? Moi, je suis contre le terrorisme, et je considère que dès lors qu'une organisation, un individu ou un groupe d'individus s'en prend à des personnes non armées, civiles, qui ne représentent pas une politique ou une idéologie, j'appelle ça du terrorisme. Donc c'est ce que je voulais mettre en avant, en tout cas à travers ce personnage qui lutte, durant toute cette partie, qui lutte à sa façon, par la voie pacifique, parce que c'est sa méthode, sa méthodologie, parce qu'il a envie de se faire entendre autrement, parce que il considère injuste de s'en prendre à des personnes qui sont innocentes, et que c'est pas de cette façon-là qu'on obtiendra gain de cause, et bien au contraire que ce sera justement servi pour légitimer derrière une action violente à l'encontre d'un peuple. Et on voit que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est je te tape dessus parce que tu m'as tapé dessus. Et quand est-ce que ça s'arrête? Parce qu'on se rend compte que à chaque fois on pense que le niveau de violence atteint son paroxysme, mais il y a toujours quelque chose qui fait que les limites sont repoussées. Qu'en fait c'est stérile, ça fonctionne pas. Et donc j'ai voulu, avec ma propre vision des choses, qui reste encore une fois très personnelle, peut-être essayer de créer une réflexion autour de la notion de résistance et de nos luttes et de ce dont on a besoin pour plaider notre cause, et comment on fait avancer la problématique. Oui, et on va rester un petit peu avec le personnage d'Amin après avoir participé à la première intifada, donc ce mouvement de soulèvement palestinien que vous mentionniez tout à l'heure, donc mouvement de soulèvement contre l'occupation israélienne qui débute à la fin des années 80. Le personnage d'Amin va être arrêté, emprisonné pendant plusieurs années, et à sa libération, il va découvrir que non seulement sa détention a profondément marqué sa famille, mais aussi que son village a été rasé par l'armée israélienne. À la lecture de ce passage, j'ai eu le sentiment que vous cherchiez à raconter quelque chose de plus vaste que l'histoire politique du conflit. Et d'ailleurs, on va retrouver tout au long du roman des familles séparées, des années perdues, des exils, des absences, des lieux détruits, des traumatismes. Est-ce que finalement, l'un des fils conducteurs de votre ouvrage, c'est pas précisément cette transmission de la souffrance et de la mémoire? C'est exactement ça. En fait, je pense pas avoir écrit un roman politique. Ça aurait été un essai ou quelque chose d'autre. J'ai voulu créer une histoire justement pour parler de la vie des gens ordinaires. C'était ma volonté, c'était ma motivation. Qu'est-ce qui est convoqué en fin de compte quand on est contraint de fuir, quand on voit ses proches mourir sous les balles,
Comment est-ce qu'on se reconstruit, qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants, quel est le rapport justement de ces enfants à cette culture, à cette terre, et c'est toutes ces choses-là que j'ai voulu convoquer, et donc c'est pour ça que c'est une histoire, je pense, qui parle des gens normaux, voilà, qui sont parfois injustement radicalisés, qui sont parfois apolitiques et qu'on enferme dans des cases, qu'on stigmatise, et j'en avais marre d'entendre ce discours tout le temps, eux ils sont comme ça, eux ils sont comme ça. L'humanité est plus complexe que ça, je pense que on est tous très très complexes intérieurement, et encore plus quand on aborde cette thématique du conflit israélo-palestinien. Donc c'était avant toute chose ce que je voulais faire, voilà, ce que je voulais évoquer avec cette histoire, c'est voilà, ce mécanisme de transmission, comme vous l'avez très bien dit, et de mémoire et d'amour en fin de compte, parce que c'est peut-être la seule chose aujourd'hui qui peut encore nous rapprocher, nous relier, et peut-être le seul sens qu'on a à notre vie en fin de compte. Si on n'a plus ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc c'est pour ça que j'ai créé cette histoire sur trois générations pour justement développer ces thématiques-là, voilà, du déchirement, de la transmission, de la révolte, voilà. Oui, en parlant d'amour, je vous propose qu'on revienne qu'on en vienne au personnage de Ali, donc le personnage de la 3e génération, le fils de Amin, alors qu'il est en couple avec une jeune femme juive, justement. Les révélations de son grand-père et de son père, ainsi que les événements du 7 octobre 2023, vont le pousser à entreprendre un voyage en Palestine afin de répondre à plusieurs questions qui le hantent depuis longtemps, notamment celle de l'identité et du destin de sa mère qu'il n'a jamais connue. Au fil de ce voyage, il va découvrir une réalité qu'il connaissait surtout à travers les récits des membres de sa famille, donc les checkpoints, les restrictions de circulation, l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie, les tensions autour de l'accès aux ressources comme l'eau. À travers le regard d'Ali, est-ce que vous avez cherché avant tout à montrer le décalage entre la manière dont ce conflit est souvent perçu depuis l'étranger et la réalité quotidienne des Palestiniens? Oui, tout à fait. Il y avait une volonté de ressentir, en fin de compte. Ali n'a jamais vécu et n'a jamais voyagé en Palestine, mais il a comme un manque, voilà, quelque chose qu'il a besoin de découvrir au fond de lui, et donc il va entreprendre ce voyage, et cette partie-là va me permettre également de développer tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, notamment à travers nos écrans, voilà, sur la guerre telle qu'on peut la connaître contemporaine, donc avec les colonies qui fleurissent les unes après les autres dans le paysage palestinien, côté West Bank, en Cisjordanie, et donc tout ce que ça occasionne derrière, et donc de l'impact de cette oppression pour le peuple palestinien qui est contraint et soumis de vivre de cette façon-là. Mais on se rend compte qu'on est complètement asphyxié. Donc c'est effectivement, je voulais c'est-à-dire à retracer, peut-être à effacer ce décalage qui peut être existant lorsqu'on voit les choses de loin et puis lorsqu'on s'en approche, d'être confronté à la réalité, notamment voilà, dans la bande de Gaza, à la suite du massacre du 7 octobre, et puis derrière du massacre commis par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Et avec toutes les répercussions qui ont pu en découler, voilà, c'était nécessaire d'apporter une vision actuelle des choses, parce qu'on en est là aujourd'hui, et que maintenant c'est la question à se poser, qu'est-ce qu'on écrit, quoi, qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité. Tant que l'extrémisme sera en place, on ne pourra pas avancer, ça fonctionnera jamais, on le voit, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc comment on fait, comment on discute, comment on se met autour d'une table,
on a encore voilà, un peuple qui est opprimé, qui est tué, pillé, qui est poussé à l'exode jour après jour. Et tant que ça continuera, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et en même temps, il ne faut pas stigmatiser. Je veux dire, il y a une bonne partie de la population israélienne, j'en ai rencontré, j'ai pu discuter avec certaines personnes qui sont complètement opposées à cette politique extrémiste et qui plaident pour justement la reconnaissance des droits des Palestiniens. Il y a beaucoup d'associations comme ça qui commencent à émerger. On a tendance à voir que le côté très sombre de ce qui se passe, de l'actualité, mais on voit des choses qui sont en train de se passer, bien que le 7 octobre ait quand même peut-être un peu plus radicalisé l'opinion publique israélienne, parce qu'une partie des intellectuels de gauche notamment sont peut-être sentis trahis parce que défendant justement la cause palestinienne et donc à la suite de ce massacre n'ont pas été forcément compris et ont eu le sentiment qu'on les poignardait dans le dos. Mais voilà, c'est maintenant la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place, et je pense qu'il faut sortir de ce schéma des radicalités, de l'extrémisme, laisser place aux voix, aux initiatives qui sont là et qui servent à rassembler. Dans le débat aujourd'hui, c'est montrer que l'autre a tort. Non, ça devrait pas être ça. C'est parle-moi de la façon dont toi tu imagines une société pacifiée, une société qui fonctionnerait avec nos deux peuples, et pas juste aller en confrontation en disant non mais toi t'as tort. On va parler de l'histoire et moi je vais te montrer que par rapport à l'histoire c'est pas vrai et c'est moi qui détiens la vérité. Il y a un espèce de problème d'ego globalement dans le débat aujourd'hui et c'est ce qui pose problème en particulier dans ce conflit-là et voilà. Oui, et justement, au cours de sa quête, le personnage d'Ali va être rattrapé par la violence du conflit. Il va être victime d'une explosion et il va se retrouver en fauteuil roulant. Donc, il s'est rendu à Gaza sur place et c'est là qu'il va être victime de cette explosion. Et en fait, tout au long de votre roman, vous montrez les conséquences humaines de la guerre sur les individus ordinaires. Aujourd'hui encore, on a des images de civils blessés, de familles endeuillées, d'enfants mutilés ou déplacés à Gaza qui continuent de bouleverser l'opinion publique à travers le monde. Est-ce que, en faisant d'Ali une victime directe du conflit, vous n'essayez pas finalement de nous rappeler que les civils, c'est finalement eux qui paient le prix fort de ces guerres? Tout à fait. C'est une réalité, je pense. Quand on demande à la majeure partie des gens de cette planète s'ils souhaitent vivre en paix ou faire la guerre, je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que on souhaite vivre en paix. Donc effectivement, c'est une réalité. Je pense que c'est les premières personnes qui sont impactées par les décisions politiques, ça reste avant tout les civils, et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe au Proche-Orient, au Moyen-Orient. On a une forme peut-être de déshumanisation, on range les gens dans des cases, ce ne sont que des chiffres, des bilans, et cette déshumanisation est à mon sens problématique, et donc c'est ce que j'ai voulu montrer à travers ce récit. C'est comme j'ai pu l'évoquer précédemment, c'est la vie des gens ordinaires qui subissent les conséquences de la guerre, qui n'ont pas forcément réclamé. Voilà, alors là, ça reste des généralités. Je pense que certaines personnes sont politisées et sont très investies dans une certaine forme de politique. Mais globalement, surtout quand on parle de ce conflit-là et qu'on revient aux sources en 1948, les gens voulaient juste vivre leur vie peinard, si je peux dire. C'est pas forcément, ils étaient pas forcément investis, sauf dans les lieux où il y avait un certain brassage culturel, où là on pouvait avoir des tensions, mais les gens voulaient simplement vivre leur vie. Et donc c'est eux les premiers qui subissent les décisions politiques qui sont décidées plus haut, et c'est toujours ce schéma-là dans toutes les guerres. On décide pour le peuple, et puis c'est eux qui trinquent. Ce sont eux qu'on envoie en ligne au front, et puis débrouillez-vous. Donc effectivement, cette réalité de dire que
Donc on est un civil, on n'est pas censé connaître son idéologie, son affinité politique, et donc on ne doit pas toucher aux civils, quoi. On ne doit pas toucher aux civils, c'est la base de tout. Voilà. Ouais, d'ailleurs, en début d'ouvrage, le personnage de la maman de Hassan, j'ai oublié son nom, met vraiment en avant cette idée qu'il y a un espoir de vivre ensemble. Et d'ailleurs, c'est le titre de l'ouvrage, hein, un jour nous vivrons ensemble. Et c'est un peu le message que vous voulez faire passer finalement, c'est que les civils, c'est que les citoyens lambda ne demandent qu'à vivre en paix et dans l'harmonie avec leurs prochains, hein, finalement. Enfin, même quand bien même ces personnes-là ne sont pas de la même ethnie, mais c'est un peu ça le message aussi que vous essayez de mettre en lumière, c'est juste? Oui, exactement. C'est écrire l'histoire pour comprendre. Mon propos n'est pas de dénoncer. Je cherche pas à dénoncer ou à diaboliser. C'est pas du tout le sens. Et justement, j'ai essayé d'apporter de la nuance quand même à travers certains personnages justement qui, d'un côté ou de l'autre, sont en opposition avec la politique ou l'idéologie du moment. Et donc qui se révoltent et qui sont pleins d'humanité quelque part. Et c'est tout à fait ça. C'est voilà, je voulais simplement essayer de dresser une voie, une modeste voie, un chemin à mon petit niveau, mais sans animosité. C'est simplement pour aiguiller, éclairer, donner envie aussi d'en comprendre plus, parce que c'est vrai que nous, de loin, c'est parfois pas évident de faire le tri avec toutes les informations qu'on peut recevoir. Et donc, en tout cas, ce livre-là a été écrit pour ces raisons-là, pas pour dire je détiens la vérité absolue. C'est une vérité, c'est une vision des choses, et j'ai envie que le lecteur puisse se dire bon, je veux creuser plus, j'ai envie d'en savoir plus, et j'ai envie de comprendre. Et c'est ce qui a été la motivation première de ce livre, en effet. Oui, et je crois aussi savoir que certains historiens laissent entendre que l'Occident a eu peur pendant longtemps de donner la voix justement aux Palestiniens, parce que suite à la Shoah, on a voulu favoriser justement la réintégration de la population juive, on a voulu les mettre en avant, et on a peut-être aussi fermé les yeux sur des exactions par culpabilité, en fait, notre propre culpabilité d'avoir laissé la Shoah se produire. Peut-être qu'il faut plus de temps aussi pour réhabiliter des exactions qui ont été commises à la suite de la Shoah par ce camp-là. Finalement, c'est peut-être plus dur pour nous d'admettre que c'est possible. Oui, c'est juste, on voit qu'il se passe des choses politiquement, certains États qui prennent position et qui reconnaissent notamment l'État de Palestine. Donc c'est pas grand-chose, parce que concrètement sur place il se passe rien, mais en tout cas on voit qu'il y a une prise de position assez engagée qui est en train d'émerger, et je pense que c'est une bonne chose, parce que l'objectif c'est simplement de réussir à pacifier un territoire de peuples qui ne font qu'un quelque part, et oui, il est possible que les exactions de la Shoah aient invité certains gouvernements alors peut-être pas à fermer les yeux, parce que ils avaient conscience de ce qui se passait, et donc ils ont toujours quand même je dirais montré du doigt et fait en sorte de culpabiliser, mais Okay. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit que des bonnes choses se passent, et je crois qu'il faut continuer à dialoguer, à discuter. Il faut pas en oublier justement la douleur de l'autre, parce que je crois que effectivement, à l'époque, on était dans un contexte mondial complètement bouleversé, avec les atrocités des camps, le peuple juif exterminé, c'était absolument abominable.
Donc la solution de créer un État, notamment pour protéger ce peuple qui était victime de nombreux pogroms, de multiples persécutions, c'était peut-être nécessaire. Seulement la façon dont ça a été fait qui est critiquable. C'est pas le fait d'avoir créé un État, c'est la façon. C'est comment on réfléchit, qu'est-ce qu'on met en place pour faire en sorte de créer un espace où chaque individu pourrait vivre librement et en paix. Et ça s'est pas passé comme ça. Et je pense que c'est le vrai fond du problème. Et peut-être que ça a profondément ancré cette radicalité dans chaque individu. Donc aujourd'hui, 2-3 générations plus tard, la paix semble assez utopique, mais qu'est-ce qui nous reste si on n'a pas l'espoir de vivre en paix? Plus grand-chose. Oui, est-ce que après toutes vos recherches, finalement, vous n'avez pas un peu le sentiment que la difficulté principale, elle vient précisément du fait que 2 récits historiques comportent chacun une part de vérité, une part de souffrance, mais que chacun des 2 camps peine à reconnaître la souffrance de l'autre? Est-ce que finalement la réconciliation, elle va pas passer d'abord par cette reconnaissance mutuelle des blessures et des mémoires? Oui, je pense que c'est un point central, effectivement. S'il faut travailler autour de ça, et en même temps c'est très complexe aujourd'hui lorsqu'on a été traumatisé dans sa chair, quand on a vu des proches, des membres de sa famille mourir. Il y a la notion de pardon qui semble un axe de travail assez central et nécessaire pour avancer, mais en même temps c'est très facile à dire, mais à appliquer, c'est beaucoup plus complexe. Je pense qu'on a cette envie de vengeance, cette envie de crier et de crier sa haine, enfin les injustices que l'on peuvent nous tourmenter, et donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout après 80 années de guerre. On voit que c'est ce qui s'est passé depuis le début. C'est un processus d'escalade de la violence où eh bien je vais commettre un attentat, un acte terroriste, mais parce que j'ai été moi-même victime de ces choses-là. Enfin, la victime devient bourreau, et le bourreau devient victime, et donc en fait on s'en sort pas. C'est un peu le problème. Et je pense que la seule solution, en fin de compte, ça reste le dialogue. Mais comme vous le disiez très bien, le dialogue passe par la reconnaissance de la douleur de l'autre. Ça, c'est une évidence. Mais il y a des initiatives qui émergent. On voit, hein, comme je le disais, et j'ai pu travailler, développer donc autour des travaux de certains historiens israéliens, notamment qui ont pu réviser donc le mythe fondateur de l'État d'Israël, mais dans cette volonté-là, justement, le but c'est pas de renier son État, c'est plutôt de comprendre la douleur de l'autre pour essayer de trouver une solution viable, harmonieuse, pacifique, où Palestiniens et Israéliens pourraient s'entendre. Et Alon Schwartz le dit lui-même, son reportage est très courageux en ce sens. Il se définit lui-même comme sioniste. Il explique que les Juifs ont le droit d'avoir leur propre terre, mais que on doit, il est de notre devoir de réviser, de comprendre son histoire pour avancer, et que le nier, ça ne mènera à rien de cohérent, et puis on restera figé quelque part. On restera figé et on cristallise cette idée de la radicalité, et puis on n'avance pas. Donc il y a quand même des initiatives qui sont mises en place et qui sont développées, et on va essayer de se dire que ce sont ces initiatives qui vont finir par prendre de l'ampleur pour parvenir justement à une terre avec 2 peuples qui vivraient ensemble
dans la paix et l'harmonie. Merci beaucoup, Maxime Schenkel, pour cet entretien plein de nuances autour du conflit de l'histoire israélo-palestinienne. Vous appelez à la résistance pacifique, au dialogue, à la reconnaissance des souffrances d'autrui. C'était un entretien très riche et je vous remercie. Peut-être à bientôt sur NTD France. Avec grand plaisir. Merci Laetitia. Merci beaucoup.